Bienvenue pour la revue d'actualité de l'OSIR. Nous débutons par les failles et bulletins. On commence par Microsoft. Je ne reviens pas sur cette partie-là. Donc vulnérabilité sur les navigateurs Microsoft, Internet Explorer et Edge. Bon, toujours des exécutions de code à distance. Là, ce qui est rigolo, c'est une exploitation qui tient en quelques caractères. C'est plutôt rigolo. Point commun, c'est donc à chaque fois le nombre de vulnérabilités communes entre Internet Explorer et Edge. Donc ce mois-ci, on a 8 vulnérabilités communes entre les deux. Encore une fois, je refais le pitch. Microsoft expliquait au début que les deux navigateurs, enfin Edge était vraiment, a été créé avec un code tout neuf, preuve que non. Vulnérabilités diverses, celle-là je passe, il n'y a rien d'exceptionnel. Ça c'est rigolo parce que ça peut être exploité par un site web, une vidéo, un PowerPoint, des choses comme ça. Vulnérabilité Office, donc comme à chaque fois, exécution de code à l'ouverture d'un document Office spécialement formaté. Donc là ça fait quand même 12 vulnérabilités, ce qui est quand même assez conséquent. Surtout le bulletin a été révisé pour intégrer les mises à jour pour Office dédié à Mac. Parce que sinon les mises à jour n'étaient pas. Enfin, les mises à jour de sécurité n'étaient pas prises en compte pour Mac. Celle-là je passe. Ah, celle-là, on en a beaucoup parlé le mois dernier. C'est la vulnérabilité noyau qui avait été. Oui. C'est intéressant et typiquement on sait si ça a été exploité sur Mac. Le fait de pouvoir exécuter du code à l'ouverture d'un document attaché. Est-ce qu'il y a des rançongiciels, des choses comme ça qui s'en sont servis? Non, on ne sait pas. Alors celle-là, en fait, quand il y a des codes d'exploitation, je le mets. Celle-là, je ne l'ai pas trouvée exploitée dans la nature. D'accord. Voilà. Le fait de déclencher du code à l'ouverture d'un document, ça fait une macro. Non, non, c'est vraiment exploitation d'une vulnérabilité qui fait que le code est exécuté en dehors des macros. Donc celle-là, on en a beaucoup parlé le mois dernier, puisque c'est une vulnérabilité qui était exploitée en combinaison d'une vulnérabilité flash et qui permettait donc d'exécuter du code dans le navigateur et ensuite de sortir du navigateur et donc d'élever ses privilèges. Google Project Zero avait publié la vulnérabilité, ce qui fait qu'elle était un petit peu exploitée dans la nature. Elle est devenue massivement exploitée dans la nature puisque Google Zero avait eu la gentillesse de ne pas attendre quelques jours pour publier la vulnérabilité. Microsoft avait annoncé qu'il le patcherait dans le correctif de novembre, ce qui est le cas. Enfin, je défends ni l'un ni l'autre, mais Google a juste laissé 7 jours à Microsoft pour publier le bulletin, ce qui est quand même un petit peu juste. Je crois que c'est celle-ci qui est assez rigolote. C'est une vulnérabilité dans la LSASS qui permet uniquement apparemment de faire un déni de service, mais à distance et sans authentification. C'est-à-dire qu'on peut planter un poste ou un serveur Windows à distance, mais par contre ça ne permet pas d'exécuter du code. Là, rien d'exceptionnel. Celles-là sont intéressantes, ça a été trouvé par je crois que c'est James Forshaw de Google Project Zero, qui trouve énormément de vulnérabilités liées à tout ce qui est type de nommage et moyen d'accéder au système de fichiers, tout ce qui est liens symboliques, hardlink et softlink, et donc qui est expert maintenant dans le domaine, qui trouve pas mal de vulnérabilités. Et donc là, ce sont des vulnérabilités avec les codes d'exploitation pour exécuter du code et donc faire une élévation de privilèges au niveau du système. Alors celle-là est rigolote, non pas pour la vulnérabilité en soi, c'est une vulnérabilité, alors maintenant avec Windows 10, enfin depuis 8, donc vous avez besoin d'utiliser UEFI qui est le BIOS 2.0 qui permet d'assurer la chaîne de confiance en vérifiant que tout ce qui est exécuté après est signé par Microsoft. Et le système peut gérer des politiques au niveau de l'UEFI. Et donc là apparemment il y a un contournement des politiques de sécurité de l'UEFI qui permettait en particulier de contourner, donc je crois que c'était l'ordre des périphériques à démarrer, et puis aussi apparemment d'injecter une application signée avec un certificat de développement ou de test, et donc de démarrer un service ou un driver à partir de ça, ce que normalement on ne peut pas. Bon, ça c'est pas très grave. Ce qui est plus gênant, c'est qu'en fait, une fois le patch appliqué, sur tous les serveurs et une partie des postes Lenovo, en fait le système bloquait, frisait complètement. Parce qu'en fait, il fallait avant mettre à jour donc le BIOS, l'UEFI des serveurs et postes avant de passer le correctif, sauf que bien sûr personne ne le savait. Et le problème, c'est que comme c'est vraiment au niveau de l'OS, un changement de carte mère ne règle pas le problème. C'est-à-dire que l'OS bloque parce qu'il essaie de communiquer avec l'UEFI,
et ça crée un comportement inattendu, ça plante le système. Et donc même si on change la carte mère, ça ne marche pas. Il faut changer le système, enfin mettre la carte mère ailleurs avec un autre système, patcher l'UEFI et ensuite revenir sur le système qui a été mis à jour. Ou tout simplement mettre à jour le système après avoir mis à jour l'UEFI. Mais ça pose des problèmes en production parce que souvent, enfin, petite question, qui dans la salle met à jour les BIOS de ses serveurs régulièrement? Ok. Donc en gros personne ne le fait. Et donc ça a posé pas mal de problèmes en production dans des data centers. Enfin, tout dépend de ta définition de régulièrement. Au moins une fois par an. Au moins ça tout court. Voilà. Non, mais qui a mis cette exigence dans son contrat d'infogérance? Ah. Puisque Personne. bon, moi je connais surtout des gens qui n'ont plus de serveurs chez eux, mais à droite à gauche. Mais est-ce qu'ils ont pensé à ça et à vérifier que leur infogéreur... Enfin, Surtout que UEFI aujourd'hui ça devient vraiment une cible des attaques. Parce que Windows ça commence à être de plus en plus solide. Et des exploits UEFI ça permet vraiment d'avoir une porte dérobée très persistante, et plutôt discrète. Et est-ce que désactiver Secure Boot t'affranchit tout ça? Oui, mais là tu es vulnérable à EvilMaid, la femme de ménage qui vient avec sa clé USB pourrie et qui t'injecte une backdoor, puisqu'en fait ce qui est démarré au démarrage de ton système, pas de l'UEFI, n'est plus signé, donc n'est pas vérifié par un élément en amont. C'est faut faire un choix. Tu peux mettre de la glu dans tes ports USB si tu veux. Bon, Flash Player, toujours plein de vulnérabilités, pas tant que ça ce mois-ci. Bon, mise à jour toujours de Windows XP Post-Ready, donc dédié au point de vente, rien d'exceptionnel. Alors ça va être la petite démo de l'après-midi. Sous Windows 10 et 2012 et 2016, quand vous mettez à jour, donc vous redémarrez, et vous avez cette espèce d'écran bleu là dans le fond. Si pendant cet écran bleu, vous tapez sur Shift F10, vous avez un shell root, même si la partition est chiffrée, donc avec BitLocker. Si vous utilisez le mode où la clé dans la puce TPM est automatiquement débloquée pour démarrer le système, vous contournez BitLocker et donc vous avez accès en route au système de fichiers. Et donc la petite démo C'est quoi les touches? Shift F10. Donc là c'est une VM mais elle est déjà tout préparée pour. Elle est déjà bloquée au moment où ça redémarre. ça c'est pour quand on a oublié son mot de passe? Voilà, c'est ça. Non, parce que c'est un vrai problème BitLocker quand on a oublié son mot de passe. Ah oui, non mais là ça ne marche pas si tu as besoin de mettre un code PIN pour démarrer ton système, pour débloquer BitLocker, pour débloquer ta clé dans la puce TPM. Là ça ne marche que dans le mode dont j'ai oublié le nom où tu n'as pas de code PIN à taper. Hop, je cache. Donc voilà, je redémarre pour remettre à jour, je fais Shift F10. Oh, un beau shell. Ah. Et donc je suis bien système, et donc j'ai bien accès à tout le disque, à système 32, donc en plus je peux monter une clé USB, je peux monter une clé USB, c'est-à-dire que là l'attaque EvilMaid, de la femme de ménage qui passe le soir dans les bureaux où pour pas embêter les gens on fait passer les mises à jour le soir, elle passe dans les bureaux avec sa petite clé USB, on lui donne la procédure, elle se connecte, elle fait Shift F10, elle fait E2 points, elle monte sa clé USB, elle envoie un exécutable, et on compromet le poste. Et en plus, tu peux récupérer la clé de recovery BitLocker, comme ça, même si c'est corrigé, tu peux récupérer Aussi, le disque après. voilà. Donc là, très belle fonctionnalité. Ça, je sais pas quand est-ce que ça va être patché, je sais pas si ça peut être patché. Et ce qui est amusant, c'est que j'ai trouvé des traces de ça en 2012-2013 où des gens sur les forums disaient ah pendant le boot tu peux faire ça et tu as directement accès à une console pour débugger. Donc voilà. Sinon côté Microsoft, qu'est-ce qu'on peut... Ah oui, ça c'est très intéressant, donc on vous en avait parlé le mois dernier, Emmet, qui est l'outil de durcissement de noyau de Microsoft, qui permet d'activer certaines protections type répartition stochastique de la mémoire, enfin la randomisation de la mémoire, DEP, donc de DEP, de fait de ne pas avoir la pile en exécutable, etc.
ça permet d'activer ces fonctionnalités sur des applications qui ne les embarquent pas, qui sont mal codées, mal compilées, etc. Microsoft a décidé d'arrêter le support de ce logiciel gratuit qu'on peut gérer par des GPO et très utile. Et la semaine dernière, on vous l'a dit avec Arnaud que c'était très embêtant parce que c'est très très utile. Et le CERT-US a carrément fait un article en disant qu'effectivement Emmet améliorait la sécurité de Windows 10 parce qu'effectivement pas mal d'applications n'embarquent pas toutes les fonctionnalités de sécurité proposées par l'OS. Donc il n'y a pas vraiment d'alternative gratuite, il y a plusieurs alternatives payantes. Certaines, il y a déjà eu des contournements, je ne sais pas trop ce que ça va donner. Donc ça pose des problèmes. Je ne sais pas si Microsoft va revenir en arrière ou potentiellement publier le code source comme ils l'ont fait sur .NET, une partie de PowerShell, ce serait bien. Ça c'est assez rigolo, c'est qu'il y a une légende comme quoi apparemment Microsoft communiquait toutes les données de télémétrie à FireEye, télémétrie de Windows 10. Bon, en fait c'est pas vraiment ça, ils ont un partenariat, ils vont communiquer quelques éléments mais pas toutes les télémétries. Ça aussi c'est un changement, c'est que maintenant les bulletins Microsoft sont accessibles avec une API REST. Vous avez un exemple de code source ici. Alors ça aussi c'est intéressant, il y a quelques mois Microsoft avait communiqué sur le changement de durée de support de ses OS, en particulier Windows 10, et ce qu'il disait c'est qu'il n'y aurait plus de date de fin de support, mais il se gardait la possibilité d'annoncer la fin de support 12 mois avant, ce qui est un peu juste pour se retourner. Donc là il y a un document qui a été communiqué avec quelques dates de fin de support, et on voit déjà que la version de cet été, qui est la mise à jour anniversary de Microsoft de cet été, sera en fin de support en 2018. C'est-à-dire que Microsoft va vraiment essayer d'obliger tous ses clients à passer très rapidement de version en version et de migrer. Et ça pose des problèmes parce que j'ai des clients qui sont passés sur la version Anniversary et qui avaient des problèmes avec par exemple Direct Access, donc le VPN Microsoft, avec certaines applications qui ne fonctionnaient plus. Bon là, une petite évasion de machines virtuelles sur VMware, mais uniquement sur les versions post-client, c'est-à-dire VMware Workstation et Fusion et Player. Ça c'est rigolo, une petite exécution de code avec le client d'affichage déporté de Microsoft pour macOS. Alors ça demande une interaction de l'utilisateur, il faut lui envoyer un lien dans sa session pour qu'il clique, mais s'il clique, il y a une exécution de code. Donc ça peut toujours être intéressant. Les autres, tu veux? Non, j'ai rien spécial. Le dernier, on en a beaucoup parlé, alors qu'en fait, ça permet quand même pas de déchiffrer les données, donc c'est pas aussi grave que ça pourrait paraître. C'est rigolo. Ça permet d'injecter une backdoor. Donc en fait, ça permet de, en partie, contourner le système de chiffrement Linux, comment il s'appelle, Crypt Setup, où en fait, au moment de saisir le code PIN, vous tapez, je crois que c'est 70 fois sur entrée, et hop, vous avez un shell root. C'est la même chose que le contournement de... Ça revient au contournement juste avant de Microsoft. Celui de Microsoft est pire, hein, parce que là, tu as vraiment la partition déchiffrée. Alors que là, tu arrives au niveau du boot grub, la partition reste chiffrée, mais potentiellement, tu peux modifier un peu le système, mettre un bootkit, mais par contre, tu ne déchiffres pas les données. C'est moins grave. Ça, c'est plutôt rigolo. Donc le webmail Roundcube, qui est quand même très très utilisé. Tu as une question ? Oui, tu peux détruire, oui, c'est pas intéressant. Donc webmail Roundcube qui est très utilisé, il est possible d'exécuter du code sur le serveur juste en envoyant un mail, parce qu'en fait, lorsqu'on envoie un mail, une partie des headers sont envoyés à la fonction mail de PHP, et en fait le 5e paramètre est directement passé à l'application sendMail pour envoyer le mail, et donc en jouant avec les variables, on peut exécuter du code, tout simplement. Donc n'importe quel utilisateur d'un webmail peut le compromettre. Donc c'est quand même assez grave, et ça avait l'air assez simple à identifier. Hein. Dans le blog post, ils le font, ils ont utilisé un outil d'analyse statique du code. Enfin, c'est assez trivial quand même, hein, le fait de passer un argument comme ça, une fonction. Pourquoi ça permet directement d'exécuter très loin? En fait, le serveur mail, quand il va traiter ce que tu lui envoies, va exécuter le programme sendMail en lui passant en paramètre quelque chose. Et donc, tu vois, c'est le from en fait. Et là, tu peux mettre par exemple, je sais pas, point virgule, bin sh. Il va exécuter bien shell. Oui, voilà, c'est ça. La finalité n'a pas de sendmail. Non, non, elle vient de la manière dont la fonction mail de PHP appelle sendMail. Ouais, ça c'est pas très propre, et deuxièmement, il parse pas correctement. Bon, après, c'est PHP. Hein. Par contre, je sais pas si les conditions sont standards ou pas. Il y avait quand même 2-3 conditions, Ouais. et je sais pas si chez les les providers de ce type de service. Free utilise beaucoup, je crois, non? Ou c'est online qui OVH. utilise OVH? Ouais, j'utilise sur OVH.
Bon, Routerso, Netgear, encore des vulnérabilités, mais là c'est vraiment l'une des pires du pire. En fait, il suffit au niveau de l'UR d'avoir accès à l'interface de management et en mettant l'adresse IP, enfin le HTTP, l'adresse IP, point virgule, votre commande, bah ça passe, ça exécute du code. Bon, après, Netgear, ils sont quand même réputés pour faire du code tout pourri et avoir des tas de vulnérabilités. C'est juste que je n'arrive pas à comprendre comment ils sont organisés en tant que société pour développer du logiciel, pour refaire les mêmes erreurs tout le temps sur des produits différents. Mais le pire, je crois que c'est sur Twitter, je crois que c'est le PDG qui a été contacté et il a dit « Ah oui, effectivement, on va gérer » et puis rien. Enfin, bon. Bon, ça c'est rigolo, c'est juste une petite attaque qui permet de réaliser du déni de service sur pas mal d'équipements réseau et des firewalls. En gros, ça utilise les paquets ICMP Destination Port Unreachable que normalement vous êtes censé recevoir quand vous essayez de vous connecter à quelque chose et que le port n'est pas ouvert. Vous recevez un paquet ICMP, sauf qu'aujourd'hui les firewalls filtrent tout, donc vous ne le recevez plus. Et en fait, si vous envoyez beaucoup de ces paquets à travers un équipement vulnérable, ça va consommer beaucoup de CPU. Alors j'ai pas les détails, mais j'imagine que ça va gérer en interne une espèce de table de session ou quelque chose qui sature, sans limite, donc ça sature. Et donc l'équipement devient instable à plante totalement. Donc il y a pas mal de Cisco ASA, Palo Alto, Fortinet qui sont vulnérables, des routeurs Cisco. Bon, ça c'est rigolo, exécution de code sur Apple iOS et macOS parce qu'en fait les librairies sont communes, à l'ouverture d'une image JPEG. Ah oui, ça c'est très rigolo. Quand vous activez un iPad, enfin un Apple iOS, enfin iPhone ou iPad, vous devez donc avoir un compte iCloud et vous ne pouvez pas l'activer sans avoir de compte iCloud. Et donc la personne avec la dernière version a réussi à, ça demande à se connecter à Internet. Donc au niveau des paramètres, a mis un SSID et puis des informations WPA, etc. suffisamment longues pour gérer un overflow, enfin buffer overflow. L'application a planté, mais il était dans un état un peu instable et n'arrivait pas à reprendre le contrôle de l'iPad avec donc, toutes les icônes. Il a juste utilisé le Smart Case, donc c'est la pochette de protection Apple aimantée. En fait, quand on la ferme et qu'on la réouvre, automatiquement ça utilise une fonction qui fait que ça affiche, je ne sais pas comment ça s'appelle, le board de Apple avec toutes les icônes. Donc ce qu'il a fait, c'est qu'il a planté avec sa technique l'enregistrement, il a fermé le case, réouvert et hop, il avait accès à l'iPad. Donc ça permet de contourner l'enregistrement iCloud et potentiellement avoir accès à des données auxquelles il n'aurait pas dû avoir du propriétaire précédent par exemple, ou des choses comme ça. La première, c'est le même type de vulnérabilité. Hein. Si on perd son appareil, on peut le verrouiller à distance pour éviter justement que quelqu'un puisse le revendre. C'est quand même une fonctionnalité intéressante. Et là, c'est quelqu'un qui a montré comment, le principe est le même, hein, il tape des caractères aléatoires, des émoticônes. Je crois que j'ai regardé la vidéo est absurde hein, parce qu'on le voit vraiment cliquer sur des émoticônes pendant longtemps et ça finit par marcher. Je n'ai pas trop compris pourquoi. Il faut le tourner aussi à un moment donné. Il faut tendre une jambe, enterrer une pomme de terre. Ça avait presque l'air faux en fait. Il semblerait que ça marche. Donc le mois dernier, nous avions présenté IBM rencontre Full Disclosure. Et ce mois-ci, c'est Pricewaterhouse qui a eu un comportement un peu limite, même plus que limite, vis-à-vis d'un chercheur qui les a contactés pour une vulnérabilité découverte sur un de leurs outils qui est quand même un peu crucial, qui permet de gérer des comptes clients, des choses comme ça, des transactions. En gros, c'est prise de contrôle du serveur et de l'outil, et après on fait ce qu'on veut. Sachant que l'outil, c'est un module additionnel pour SAP, oui. Donc c'est quand même sur un truc plutôt sensible. C'est un module d'audit qui permet de faire un certain nombre de vérifications et du coup, compromission à distance. Ouais, donc il a contacté Pricewaterhouse, il a fait une réunion avec eux pour leur expliquer la vulnérabilité. Un mois après, il les recontacte pour savoir où ça en est, et quelques jours après, il recevait les avocats. Enfin, une lettre des avocats. Il est important celui-là, parce qu'il reflète l'arrogance de la part d'un certain nombre de sociétés, donc là en l'occurrence les Fatfour, ouais. Et donc il faut bien le retenir celui-là. Mais ils n'ont pas conscience de ce qu'est la sécurité réellement et de... L'attitude de Price ici est caricaturale. Oui, tout à fait. Et donc le ridicule public qu'ils ont reçu est pleinement légitime. C'est pour ça qu'on en parle. Enfin, le problème, c'est que les personnes qu'il a rencontrées, ce sont sans doute les personnes qui ont développé l'outil, ne font pas partie de leurs équipes sécu qui doivent être dans un autre silo. Et du coup, non mais c'est comme ça que ça marche. Ouais. C'est quand même dommage parce que PwC, c'est une boîte qui fait beaucoup de sécu. Ouais. Ils ne font pas que ça, c'est une petite partie de leur business, mais ils en font quand même beaucoup. Et, ça c'est quoi? C'est l'effet Flamby ou Streisand là? C'est une histoire dont tout le monde se foutait et là c'est étalé sur la place publique. C'est Streisand ça? Oui. Donc ça c'est l'effet Streisand. Après, encore 20 heures, mais...
dernier, tu veux. Ouais, ou exécution de commande dans Red Star OS, enfin, c'est à peu près la même chose que, que sur les routeurs Netgear dont on parlait précédemment, hein, quand on écrit. Comment ça marche? Ah oui, il suffit de faire un site web, que l'utilisateur le visite avec le navigateur qui est intégré dans Red Star OS, et s'il clique sur un lien, c'est un lien mail to, donc il va ouvrir le client de messagerie, et du coup, si on met point virgule une commande, ça va l'exécuter. C'est vraiment pareil, niveau 0. Quoi. Alors, d'habitude on fait hack 2.0, mais là vu le niveau, on a renommé ça hack 0.1. Donc le phreaking, ça existe toujours. Je pensais que c'était cantonné encore aux années 90. Donc c'est le piratage de tout ce qui est PABX ou même IPBX moderne et ligne téléphonique. Et donc là, la mairie de Saint-Malo a été victime d'une attaque qui leur a coûté quand même 80 000 €, ce qui n'est pas rien. Puis Saint-Malo, c'est pas non plus une très très grande Je pense ville. que c'est un gros boss, ça fait beaucoup d'argent. Ouais. La deuxième, c'est pour Hervé, c'est exécuter du code chez les amis avec la tech, en leur envoyant un fichier bien formaté. Tu te méfieras des fichiers qu'on t'envoie maintenant. Qu'est-ce que tu m'as envoyé? En fait, tu peux exécuter du code en envoyant un fichier LaTeX avec une certaine fonction. Lors de la compilation. Enfin, Et c'est au moment de la compilation. Ouais. Oui, mais moi je compile pas, moi je reçois les PDF. Alors ça aussi, ça fait pas mal de bruit, c'est que sur Facebook Messenger, apparemment, un rançongiciel se propageait en utilisant la messagerie Facebook et il s'envoyait en tant que SVG. Donc SVG, c'est un format d'image vectoriel dans lequel il est possible d'inclure du JavaScript et donc d'exécuter du code. Et donc là, en fait, j'ai fait les tests avec les 4 navigateurs. Le plus sécurisé, c'est Internet Explorer qui bloque le contenu, enfin qui affiche une petite alerte, mais après on peut activer. Par contre, dans le cas du rançongiciel, ça demandait à aller télécharger, parce qu'on reste dans le navigateur, donc c'est du JavaScript, ça demandait à aller télécharger un plugin Chrome pour ensuite exécuter réellement du code et prendre le contrôle du poste. Je sais que ça te demande de télécharger un plugin Chrome. Non, là c'était adapté à Chrome. Et après tu peux faire détection du navigateur et faire télécharger le plugin qui va bien, soit un plugin Firefox, Chrome ou Edge, il n'y a pas de plugin donc. Et même chose avec, donc il y a une autre histoire, alors ça c'est Checkpoint qui a sorti l'affaire, qui a appelé ça ImageGate pour faire le buzz, sauf qu'ils ont donné zéro information technique sur le sujet. Donc on a commencé à regarder avec des collègues, et moi j'ai pensé que ça venait peut-être de fichiers polyglottes. En gros c'est sur le chat Facebook, vous envoyez à quelqu'un une image JPEG, et lui derrière, et la personne reçoit un HTA, c'est HTML Application, donc c'est le format tout pourri de Microsoft, qui permet réellement d'exécuter du code, de contenir du JavaScript, qui fait des appels à des objets ActiveX, OLE, etc. Et donc vraiment d'exécuter du code au sens, vraiment d'exécuter du code sur le système. Donc, je me demande si c'est pas ça. Je vous recommande d'ailleurs d'écouter l'émission No Limit Sécu avec Ange Albertini sur le sujet des fichiers polyglottes et tous leurs cousins. Et une petite démo, pareil. Alors là en fait c'est pré-préparé. Vous avez donc en fait un fichier que j'ai préparé, qui est un fichier JPEG valide. Si je l'ouvre avec ça, on voit bien, hop, je déplace l'image, on voit bien que c'est une image valide. Je vais supprimer ça. Donc là je fais un copier-coller, et il faut me faire confiance que c'est vraiment le même fichier. Je le renomme en HTA. C'est pas évident. Hop, si je double-clique dessus, bon là ça ouvre juste Notepad avec le nom du fichier. Hop, j'ai le Notepad qui est exécuté. Et en fait, ça permet d'exécuter du code. Donc le fichier est valide sous les deux formats. Est-ce que je peux vous montrer rapidement? En gros, j'ai d'abord un en-tête d'image JPEG. Et après, j'ai fait hyper simple, j'ai juste collé le contenu d'un fichier HTA, donc de l'HTML, avec ici création d'objet pour exécuter du code et exécuter Notepad. J'ai juste fait ça, et c'est valide dans les deux formats, et ça marche. Là c'est vraiment la version ultra simple, et je subodore que c'est ce qui a fait, c'est ce qui s'est passé chez Facebook, mais malheureusement il n'y a aucune com technique sur le sujet, donc c'est un petit peu dommage. La question c'est comment on les transforme en HTA, ils disent à l'utilisateur il faut le renommer ou... Ce qui est possible, c'est que par exemple Facebook fasse de la détection du format, et détecter que ce soit un HTA, et l'ait lui-même renommé en HTA. Ou bien que l'upload, que Facebook regarde juste la nature du fichier et se fie pas à l'extension. Et il autorise du HTA alors qu'il ne voudrait pas en fait. Et ça c'est ce que fait Internet Explorer, c'est que quand vous téléchargez un fichier avec Internet Explorer, je ne sais plus quel est le nom, il essaie de faire de la prédiction de type en regardant les en-têtes
au début du téléchargement pour essayer de ne pas se fier à l'extension et de deviner ce qu'est le fichier. Et ça permet d'ailleurs certaines attaques. Ah bah je crois que c'est... Ah bah non, c'est juste après. Donc voilà. Le deuxième est assez rigolo, en fait c'est une personne qui a trouvé une exécution de code sur une ampoule Philips, et comme en fait une ampoule Philips, enfin IoT, un objet connecté Philips, peut rayonner jusqu'à 400 mètres et donc contacter d'autres ampoules connectées, il a créé un verre qui en fait se propage et éteint les ampoules. Et ça il le fait à partir d'un drone aussi. Il y a une vidéo, en fait il envoie un drone à proximité du bâtiment et du coup ça éteint une première ampoule. Et le dernier, c'est c'est un morceau de code qui permet d'exfiltrer des données via le Wi-Fi, mais sans que le PC ait à se connecter à un réseau en fait. Il broadcast des informations, ce qui fait qu'un attaquant qui est dans le coin, il peut récupérer toutes les données, ça passe pas par le réseau, donc ça passe pas par tous les mécanismes de sécurité qu'on peut avoir dans une société. Et du coup, l'utilisateur, il voit rien, ça ne le déconnecte pas de son réseau filaire, s'il a un réseau filaire, donc c'est plutôt pas mal. Donc c'est TCP/IP over SSID. C'est ça. C'est pas très rapide, mais c'est plutôt discret. Alors ça, j'ai pas... Ah oui, alors. Si, c'est le truc rigolo, c'est qu'en fait, ouais. Chez Visa, pas Oui, Mastercard, il n'y a pas de limite dans les vérifications des numéros de carte bleue. Et donc en fait, des chercheurs qui ont trouvé une attaque où, en testant, je dis n'importe quoi, sur 1000 sites en parallèle, tous les codes PIN, enfin tous les CVV possibles. Pardon ? Oui, enfin bon, sur un certain nombre, ça permet de contourner les limites locales du site et donc de trouver la date d'expiration et le CVV de la carte bleue en testant sur plein de sites. Donc en faisant pas du multithreading, mais en parallélisant les vérifications. C'est comme si au lieu de vérifier un mot de passe, vous avez 5 essais pour vérifier un mot de passe sur une cible, vous essayez sur 1000 cibles, donc vous avez le droit à 5000 essais. C'est plutôt malin. Ah oui, ça c'est rigolo, c'est usurpation d'identité donc au niveau de SAML. Donc SAML qui est le protocole, plutôt standard de jetons pour de l'authentification, pour du single sign-on, donc pour de l'authentification et ensuite de l'identification avec votre jeton SAML. C'est un fichier XML. Normalement, le contenu du fichier XML est signé, puis la signature se trouve à la fin du fichier XML. Sauf que dans certaines options de la norme, il est possible de ne signer qu'une partie du fichier XML, et après de lui rajouter le contenu qu'on veut. Sauf que certaines applications, au lieu de faire la bonne vérification en ne vérifiant que la partie validée par la signature, considèrent que s'il y a une signature dans le fichier XML, c'est que tout est valide, donc accepte tout. Et donc ça permet de faire de l'usurpation d'identité et plein de choses comme ça. Au site piraté, il y en a eu beaucoup. J'ai mis celui de Capgemini parce que c'est pas vraiment un piratage, mais en gros c'est un Google Dork, c'est une personne qui a cherché sur Google index off et les noms des backups SQL et qui a trouvé un backup de je sais plus quelle taille contenant presque 800 000 CV pour une plateforme de Michael Page. C'est pas vraiment un piratage, mais... Après, bon, Adult Friend Finder, c'est pas leur première fois, Penthouse, etc. Plein de sites piratés. Aussi encore du porno, alors je connaissais pas ce site, Xhamster. Apparemment c'est un site de porno qui a été piraté et donc près de 400 000 comptes sont sortis. Ce qui est rigolo, c'est que leur première réaction, ça a été de dire ouais ok, on a été piraté, mais les mots de passe sont hachés avec un algorithme de condensat hyper fort. En plus, c'est MD5. D'ailleurs. Ils disent même pas que c'est haché avec des encryptions. Donc mais Xhamster, c'est les gens ils disent toujours YouPorn, mais en fait Xhamster c'est bien plus connu que YouPorn. Xhamster c'est vraiment très connu. D'accord. Pourquoi hamster? C'est le logo. Alors que leur algorithme est tout pourri, c'est du MD5. Et puis leur deuxième réaction, ça a été de dire non, en fait, on n'a pas été piraté, c'est un fake, c'est pour atteindre notre image. Alors qu'en fait, des chercheurs ont récupéré une partie de la base de données, ont testé les vrais logins et ça marche vraiment. Donc, de toute façon, les gens ont des pseudos là-dessus. Non, je sais pas, c'est comme partout. Non, mais je suis pas sûr. Si tu te rappelles, il y avait le hack de Ashley Madison, qui était une plateforme pour les gens qui étaient en couple et qui souhaitaient avoir des aventures extra-conjugales. Il y avait quand même plein d'adresses en .gouv.fr. Ah oui, tu veux dire qu'il y a des gens donc, qui ont à mon leur avis, adresse professionnelle dans Xhamster. Bah je pense, oui. Alors, du coup, pour du chantage, c'est pas mal. Tant que j'ai pas vu la base, je peux pas juger. Mais je pense que sur Ashley Madison, il y avait des vraies raisons de mettre une adresse professionnelle.
sur Xhamster, les gens mettent plutôt des adresses bidons. Hein. Je pense que les gens ne sont pas aussi méfiants que ça. Mais pour du social engineering, c'est pas mal. Bon, Trimobile en Angleterre qui s'est fait pirater. En fait, les gens ont utilisé le portail qui permet de recharger les cartes SIM des utilisateurs en utilisant un compte d'admin et ont volé les données. Et le dernier récent, c'est Dailymotion qui s'est fait pirater. Et donc 85 millions, j'ai lu 85, 86, 87 suivant les sources, millions de comptes seraient sortis. Et les condensats étaient en Bcrypt, donc c'est un peu plus solide que du SHA-1. Beaucoup plus solide. Donc voilà. Ah oui, il y en a encore. Ça appartient à qui Dailymotion? Orange. C'est toujours chez Orange? Je pense qu'à un moment ils voulaient le vendre. Oui, mais... le gouvernement a dit non, il faut que ça reste en France. Et je sais pas. Autre piratage qui a fait beaucoup de bruit, ce sont les routeurs Deutsche Telekom qui sont accessibles sur le port 7547. Donc il y a un service web qui écoute en SOAP et il est possible donc d'envoyer une requête non authentifiée. Donc, là je vous ai mis un extrait de la requête, j'ai coupé certains bouts, et vous pouvez exécuter du code en configurant le serveur NTP où vous mettez votre commande shell et ça exécute du code. Donc quelqu'un a trouvé ça et a coupé 900 000 routeurs Deutsche Telekom en Allemagne. Quand tu dis les routeurs, c'est chez les gens? Alors ça va du routeur de particulier, donc type box ADSL fibre, au routeur d'entreprise. Il y a les deux. D'accord. Et ça, c'est accessible sur Internet? Ouais. Ce ne sont jamais des routeurs de l'infrastructure, ce sont des points Ouais, c'est pas le réseau de Deutsche Telekom, c'est non, chez les clients. ce sont les routeurs que tu as chez les clients. Et j'ai fait un petit scan avec Shodan, j'espère que ça a changé depuis. Moi j'avais trouvé quasiment 30 millions de routeurs référencés sur Internet avec Shodan. Ah oui, donc il y en a plus. Il y en a 2-3. Donc voilà, ça, on peut exécuter du code, on peut injecter un ver, et puis ça fait Mirai 2 et des hit services. Juste le deuxième qui est potentiellement intéressant si vous voulez tester des solutions de détection sous Linux, c'est un chercheur qui a développé un rootkit qui est quand même très très évolué sous Linux, qui hook quasiment tout le système, qui se dissimule. Si vous exécutez quelque chose pour le détecter, il va se dissimuler. C'est très très bien fait et ça peut être un truc intéressant pour tester par exemple un système de détection sur un OS Linux. Typiquement les RK Hunter, etc., ça ne détecte rien. C'est un bot qui vise plein de banques, dont 18 banques françaises, dont la tienne. Et à quelle période? Là, maintenant. Par contre, ça cible principalement les smartphones Android. Oui, alors quelques sujets SI Indus. Le premier, c'est un rapport sur la sécurité des installations nucléaires dans le monde. C'est fait par une ONG. Donc c'est assez intéressant, ils mettent en garde sur l'aspect cyber, comme on dit, plutôt que l'aspect sécurité de sûreté de fonctionnement qui lui augmente quand même d'année en année. Le deuxième, c'est le groupe industriel ThyssenKrupp qui dit qu'il a été victime d'une attaque massive pour voler de l'information. Alors ils font pas mal de choses, ils font de l'acier, ils font aussi des sous-marins. Et on se demande si c'est pas eux qui avaient totalement détruit une installation industrielle, enfin qui s'était fait détruire via une attaque informatique, une installation industrielle, une aciérie en Allemagne. C'était dans le rapport du BSI l'an dernier. Et du coup, d'après ce qu'ils disent, en fait, dans le communiqué de presse, ils disent on s'est fait attaquer, mais c'est que du vol d'informations. Personne n'a pu accéder à nos fours et à nos installations industrielles. Donc c'est un peu louche qu'ils disent ça. Alors, bref. Du coup, c'est peut-être eux, ce qui expliquerait aussi une perte financière au niveau de leurs résultats financiers qui apparaissaient. Voilà. C'est peut-être eux qui ont perdu une installation industrielle par une attaque informatique, ce qui était une première. Et après, je ne vais pas détailler les vulnérabilités, des choses assez classiques. Alors ça, c'était assez rigolo. Oui. C'est des chercheurs qui se sont dit, tiens, dans les écrans modernes, en fait, il y a quand même un mini-ordinateur, ce qui s'appelle un OSD pour On-Screen Display, qu'on peut brancher en USB sur son poste pour, ça fait hub USB, ça fait un certain nombre d'informations qui sont échangées entre le moniteur et le PC. Et du coup, eux, ils ont démonté un peu tout ça pour réussir à trouver une vulnérabilité, l'exploiter, donc de venir root sur ce petit boîtier, ce qui leur permet de modifier les images qui sont affichées. Donc j'ai pas trop compris vraiment quel était l'objectif final. Mais en tout cas, ça permet de compromettre toutes les informations qui sont affichées sans compromettre le PC. Donc là aussi, en termes de détection, ça peut être sympa.
Parce qu'on peut imaginer que là, ça émette pareil en Wi-Fi ou par onde radio, toutes les images qui sont envoyées sur le moniteur sans que le PC soit infecté. Comme les implants qu'on peut trouver dans les câbles VGA qui émettent ce que tu affiches. Sauf que là, en plus, il n'y a pas d'implant. Alors ça, c'est le deuxième est bien. Ouais, le deuxième est bien. Il y a quelqu'un qui a réussi à désactiver totalement l'Intel Management Engine. Donc on en a déjà parlé à plusieurs reprises. Hein. C'est le Ring moins 12. Enfin, c'est vraiment ce qui maîtrise tous les composants de votre PC. Et du coup, étant donné que c'est une technologie qui est propriétaire Intel et qu'on ne sait pas trop ce que ça fait, voilà, on n'aime pas trop que ça contrôle le PC. En général, si c'est désactivé de manière normale, le PC ne boot plus. En tout cas, il s'éteint au bout de 30 minutes, je crois que c'est ce qu'ils disent dans l'article. Du coup, là, c'est quelqu'un qui montre comment, en supprimant tout le firmware, à l'exception de la table de partition de l'Intel Management Engine, on peut le désactiver totalement et continuer à utiliser son PC. Il y a 2 ou 3 mois, on avait présenté les travaux d'une personne qui essayait au niveau matériel de désactiver Management Engine. Et quoi qu'il fasse, il n'a pas réussi à se débarrasser de cette saleté qui a accès à la RAM, qui est au-dessus de votre CPU, donc de votre OS, qui a vraiment accès à tout. Et vous ne pouvez pas le contrôler. C'est le vrai OS. C'est, oui, entre guillemets, le véritable OS. Windows, Linux, après, c'est une catastrophe. MQTT, ouais, donc c'est un protocole, c'est pour un broker de messages, comme on dit, c'est ça. En fait, des chercheurs se sont rendus compte, alors ça avait été déjà présenté à la DEFCON cet été, que finalement, il y avait beaucoup de serveurs de ce type qui étaient ouverts sur Internet et que du coup, on pouvait consulter et modifier à la volée un certain nombre de données, avec toujours des choses assez rigolotes, qui ne sont pas toujours des données de test à mon avis. Le talk à la DEFCON était assez impressionnant, mais c'était difficile de savoir ce qu'il en était vraiment. Assez impressionnant du fait de la quantité des devices qui étaient accessibles et surtout de ce qu'on pouvait faire avec QTT. Alors ça aussi, ça a fait beaucoup de bruit. Donc c'était fin novembre, je crois. Une personne a publié sur le site de Tor Browser l'exploitation d'une vulnérabilité 0-day dans le navigateur Firefox intégré au bundle Tor Browser qui permettait donc d'exécuter du code et sortir de l'information. Étrangement, c'est exactement la même méthodologie que le FBI a utilisée il y a quelques années pour mettre à jour un réseau pédophile sur Tor. Les gens pensent que c'est encore un coup du FBI. Voilà, après, c'est exécution de code, donc ça a été rapidement corrigé par Firefox et ensuite déployé dans Tor Browser. Ah oui, celui-là c'est rigolo, c'est surprenant que ça ne sorte qu'aujourd'hui. À New York, vous avez un bâtiment qui est quand même gigantesque, oui, il est pas récent, qui date des années 70, qui n'a pas de fenêtre, qui est tout en béton. Et en fait, c'est un des plus gros centres donc, de collecte et d'espionnage de la NSA, partagé avec AT&T, l'opérateur américain. Et donc, ils seraient connectés directement au réseau d'AT&T pour faire de la collecte, de l'espionnage, etc. Et ils auraient une 60aine de sites comme ça aux États-Unis. Il faut chercher les bâtiments sans fenêtre. Mais typiquement, l'ambassade américaine à Paris. Ouais. Oui, enfin avec des fenêtres. Avec des fausses fenêtres. Des fausses fenêtres peintes sur une bâche. Sur un étage. Le dernier étage, ouais. Alors ça j'ai lu mais j'ai pas trop bien compris. Apparemment donc le service secret allemand aurait pas mal de budget pour essayer de casser toutes les messageries modernes. Parce qu'apparemment aujourd'hui ils ne peuvent récupérer, lire le contenu que de 14, c'est 7 sur je sais pas combien, 14% des messageries modernes type WhatsApp, etc. Et donc là ils ont beaucoup plus de budget pour essayer, donc c'est le projet Aniski, pour essayer d'avancer dans le fait de collecter des données. Surtout ce qui est intéressant, c'est les proportions, parce que mémoire, le budget total est de 800 et quelques millions, et la partie orientée à interception classique, c'est 300 millions, c'est une part gigantesque du oui, c'est budget. pas important. Bon, et après, là, celle-là aussi, c'est apparemment donc 700 millions de smartphones Android, principalement vendus aux États-Unis, étaient pré-backdoorés, c'est plus simple, avec une porte dérobée qui exfiltrait, alors il y a toutes les 72 heures et pour certains trucs c'était toutes les 24 heures, les données en Chine. Donc carnet d'adresses, liste des appels téléphoniques, je ne sais plus s'il y avait d'autres, géolocalisation, etc. Donc tout ça partait en Chine. C'est de la sauvegarde en fait. Oui, c'est le cloud. C'est le cloud. Oui. Alors, on continue dans les portes dérobées. Donc Sony, apparemment 80 modèles de caméras IP Sony contiendraient une backdoor.
Alors vous allez dire, bah, arrêtez avec votre paranoïa, c'est juste les gars quand ils ont fait l'OS, ils ont oublié quelque chose. Non, non, il y a vraiment un script au démarrage qui fait écho route avec le mot de passe dans ETC Password. Hein. C'est pas très très discret, c'est vraiment une bonne grosse backdoor. En fait, quand on voit l'historique des commandes, on la voit, et donc ce script fait pas mal de choses. En gros, ça, en fait, vous vous connectez, alors je sais plus comment ça fait, voilà, vous vous connectez sur l'interface de management de la caméra, sur une page cachée, vous avez 2 paramètres cachés, si vous avez, encore une fois, vous utilisez un compte caché mais codé en dur, et une fois que vous accédez à cette page avec ces informations-là, ça active Telnet, enfin Telnet-D, et vous pouvez vous connecter en Telnet, donc avec le compte route et le mot de passe ici. Ce qui est rigolo, c'est que ce mot de passe, je ne sais pas si c'est lié, je l'ai trouvé sur des forums en 2012 et 2013, mais après je ne sais pas si c'est un pur hasard, ou voilà. Ça c'est vraiment une belle backdoor, hein. C'est difficile de dire le contraire. Qu'est-ce qu'a dit Sony? Est-ce que comme Fortinet, ils ont dit c'est pas notre code, on ne sait pas qui l'a mis là ou... Alors oui, effectivement, peut-être que c'est pas le code de Sony, peut-être que c'est une agence gouvernementale qui a rajouté ça en plus, un opérateur indélicat, je sais pas. Ah oui, l'intérêt aussi, c'est qu'on peut quand même prendre le contrôle de la caméra et envoyer des fausses images. Hein. Oui, Donc là, c'est comme dans les films où la personne fait un branchement dessus, pirate et réenregistre 3 secondes et les passe en boucle. Bon, le protocole de signal est enfin totalement public, c'est-à-dire que les documents qui décrivent toutes les étapes du protocole signal ont été publiés. Ensuite, sur la partie technique et outils, alors, qu'est-ce que j'ai dit? Le premier, c'est un lien qui explique un peu comme ce que tu évoquais avant, comment cacher de l'information. Là, c'est dans un fichier PNG avec du PowerShell, donc c'est effectivement trivial à faire et ça permet, pour un contrôle commande, par exemple, de dire, au lieu d'envoyer directement des requêtes, je vais faire de l'upload d'images sur une application Facebook, parce que quand tu fais ton analyse de trafic réseau, il peut paraître légitime si Facebook est autorisé, et du coup, quand même d'échanger des infos. Le troisième est intéressant aussi pour contourner les DLP ou pour tester ce type de système. C'est un petit script, alors ce qui est un peu dommage c'est qu'il est en Python, donc on peut le compiler pour Windows, et ce que ça fait c'est que ça prend des données, hein, par exemple on a un fichier Excel avec des listes de personnes et des salaires, et on choisit en quoi ça le transforme, et grosso modo ça le transforme dans une liste au format TXT avec par exemple des Pokémon et une adresse, une latitude, une longitude. Donc ça encode les données, c'est pas du chiffrement, mais ça permet de contourner tous les mécanismes qui vont chercher un numéro de carte bleue, qui vont chercher ce genre de choses. C'est assez rigolo. Et voilà. Bon, je pense qu'on en avait déjà parlé, mais là c'est des choses qui sont bien parce qu'elles sont toutes faites pour contourner AppLocker et les autres solutions de restriction logicielle. Kerberos, c'est intéressant parce que c'est 2 protocoles qui permettent de faire de la délégation d'identité, donc de l'usurpation d'identité, et c'est déjà intégré dans Mimikatz, enfin pas dans Mimikatz directement, mais dans des outils fournis avec Mimikatz qui permettent donc d'ajouter ça à des tickets Kerberos et donc de se faire passer pour quelqu'un d'autre. Ce qui est extrêmement intéressant avec ça, c'est tout le système, on va faire la transition de protocole par exemple, quand on ne veut pas avoir de mot de passe à rentrer, on s'authentifie avec un login, une carte à puce ou un login et un token RSA par exemple, sur un frontal internet pour faire le Cloud Web Access. En fait, le frontal a un compte capable de faire de l'impersonnification au niveau Kerberos. Et donc voilà, si on compromet le frontal et après on récupère facilement un KKO les tokens, à partir de là on fait des choses marrantes. Le dernier est rigolo parce que c'est la rétrocompatibilité de Windows. Donc OS2, il y a quand même quelques jeunes dans la salle, parce que vous ne connaissez pas trop. C'est un vieux système d'exploitation IBM qui avait d'abord été fait avec Microsoft et ensuite que Microsoft a abandonné, qui est mort depuis très longtemps. Mais Microsoft a gardé une certaine rétrocompatibilité, en particulier le fait d'ajouter des chevrons dans les lignes de commande. Et donc ce qui fait que vous pouvez obfusquer un payload par exemple, une ligne de commande, avec des chevrons. Donc si vous avez un CM qui récupère les logs d'exécution sur tous vos postes et serveurs de PowerShell et que vous cherchez PowerShell, avec ça vous ne le trouverez pas. C'est plutôt rigolo. Le premier, je ne sais pas. Le deuxième est quand même assez intéressant. C'est un script qui est fourni par Microsoft pour pouvoir limiter l'énumération à distance des utilisateurs locaux de machine. C'est quelque chose qui est souvent utilisé par les attaquants en test d'intrusion. On sait qu'on a compromis un certain nombre de machines, on veut savoir si on est admin dessus. Du coup, on peut, en utilisant le protocole, alors je ne sais plus comment ça s'appelle, c'est LSAR ou un truc comme ça.
je sais pas. Et du coup, on peut maintenant enfin bloquer ce type d'énumération et créer un groupe particulier qui a les droits, mais en tout cas par défaut, c'était tous les utilisateurs du domaine, ce qui n'était pas forcément souhaitable. Le suivant est intéressant aussi, c'est quelqu'un qui montre un peu comment on peut automatiser ces tests sécu en intégrant un certain nombre de contrôles automatisés avec Zap dans son serveur Jenkins pour l'intégration continue. Si vous avez des équipes de développement, ça permet de faire en sorte qu'il y ait au moins une première passe sécurité sur le code qui est publié. Zap, c'est l'outil gratuit de l'OWASP qui permet de faire des tests de sécurité web. C'est un proxy web qui permet de faire un certain... Enfin, ils ont quand même pas mal augmenté les fonctionnalités. Ça fait maintenant un peu comme Burp du scan actif, donc ça peut chercher l'XSS des injections SQL un peu tout seul. Le dernier, c'est juste pour noter qu'à partir de maintenant, les navigateurs Chrome et Firefox ne supportent plus Java. Firefox, ça faisait déjà un moment. Et aussi que Firefox active enfin sa sandbox sous Windows, donc ça commence à devenir vraiment très intéressant. Cubes, ouais. Donc là c'est quand même assez intéressant. C'est une solution, je sais qu'à titre personnel m'a toujours beaucoup plu, mais c'était principalement pour un usage personnel parce qu'il n'y avait pas de système de management à distance. Ça, ils l'ont intégré au fur et à mesure depuis déjà maintenant 1 ou 2 ans. Et maintenant, ils annoncent qu'ils vont offrir un support commercial, donc ce qui peut vraiment leur ouvrir des portes des entreprises. Sachant qu'ils vont seulement prendre 3 clients tests sur 2017, il me semble, mais après, ils ont vraiment pour objectif de commercialiser la solution. Ce qui est bien parce que ce type de solution de poste à multiniveau de sécurité est assez à la mode, notamment avec la LPM. Il n'y a pas tellement de solutions existantes sur le marché. Donc voilà, c'est plutôt une bonne nouvelle. Et ensuite, alors là, je ne sais pas si c'est la bonne place, mais Amazon propose des instances avec des FPGA, donc de l'électronique programmable, donc c'est quand même super intéressant. Parce que les modèles un peu puissants sont relativement chers à l'achat et là ça permet de s'entraîner un peu. Je vais passer directement au deuxième, parce que moi ça m'a particulièrement choqué. Je ne sais pas si vous connaissez Palantir. Palantir, c'est une entreprise américaine qui est spécialisée dans la collecte massive de données et la corrélation de ces données. Et malheureusement, la DGSI, je ne sais pas pour quelle raison, va externaliser le traitement de ces données à Palantir, donc aux Américains. Je suis juste choqué par cette information. Ça dépend des données qui vont leur donner. C'est en fait tout ce qui est lutte contre le terrorisme, etc. Donc ça va être de la collecte de données. Et je trouve que c'est choquant parce qu'il n'y a pas eu finalement qu'il n'y a plus de solution française capable de faire de l'analyse. Je l'avais mis sur Twitter, mais je croyais qu'on avait les ingénieurs les plus intelligents du monde. C'est l'échec du big data français, du data analytics français. Quand on avait un cloud souverain, ça porterait dessus. Non mais c'est triste parce qu'on perd, là on perd toute souveraineté. Hein. Mais on n'a peut-être pas de data analytics souverain, on n'a pas développé le bon enseignement, les bons ingénieurs, je ne sais pas. Mais c'est surréaliste quand même comme nouvelle. Ah oui, là c'est... C'est une perte de souveraineté totale de nos données. Ouais. Sur Palantir, il y a des infos qui sont sorties dans les échos. En fait, la DGSI a acheté une licence logicielle, ce serait plutôt pour un usage en interne avec le logiciel américain. D'accord. Et le directeur de la DGSI a été interrogé par des députés en disant c'est quoi Cirque. Et il a répondu on a fait un appel d'offres et on n'a trouvé aucun logiciel ni en France ni en Europe qui permettait de répondre à nos besoins. Donc on achète de l'américain en attendant de pouvoir faire quelque chose en France. Le dernier, quand même intéressant pour retrouver un petit peu de souveraineté, c'est qu'en France, on assume maintenant le fait de faire de l'offensif. Et apparemment, un poste de commandeur cyber va être créé. Ça c'est rigolo parce que le titre de l'article n'a rien à voir avec la réalité. C'est journaliste condamné pour avoir dénoncé les failles du vote électronique. C'est pas tout à fait ça. C'est un journaliste qui a triché aux élections, qui a voté plusieurs fois et qui après a annoncé qu'il y avait une faille. Donc il a été condamné pour avoir triché aux élections. Il n'a pas été condamné pour avoir remonté une faille de sécurité. Le deuxième, mais plus ou moins, quand même assez intéressant, c'est Avalanche, qui était un groupe de criminels à la tête d'un réseau gigantesque qui faisait de la distribution de malware sur des millions de postes. Et donc il y a une enquête depuis plus de 4 ans. Ça a été présenté à la BotConf il y a 10 jours par Margarita, j'ai encore oublié son nom, d'Europol, qui a présenté en fait les résultats de l'enquête. Donc c'est 4 ans d'enquête, 30 pays, des hébergeurs, des opérateurs, tout ça, pour attraper 5 Allemands, saisis de quelques dizaines de serveurs, etc. Et donc ces gens géraient un botnet de plusieurs millions de bots. Le mois dernier, DIN avait reçu un DDoS qui avait coupé son service pendant quelques temps. Donc Oracle les a rachetés.
2 milliards. Et tu Enfin, penses que 2,3 ça a fait milliards. baisser leur valorisation ou pas? C'est ça qui serait intéressant. Par contre, personne ne les connaissait vraiment. Enfin, Moi, peu de je gens les connaissais. connaissaient avant et maintenant. Et j'ai mis 2 fois. Alors, faudrait que je coupe ça. Mais pas avec les mêmes liens. Conférence passée, donc il y a eu la Zero Night à Moscou. Ouais. C'était bien. C'était bien, c'était en russe, mais c'était bien. Non, il y a une traduction instantanée avec une petite oreillette, donc c'est possible de suivre les confs, mais c'est quand même c'est pas simple. En revanche, il y a du contenu technique vraiment intéressant, ça vaut le coup. BotConf, donc il y a 10 jours. Conférence très intéressante. La prochaine édition se passera à Vous Montpellier. étiez tous les deux à Zero Night? Non, j'étais avec des collègues. Des collègues de russophone? Non. Ah oui. Donc BotConf l'année prochaine ce sera à Montpellier. Donc BotConf, la meilleure des conférences avec ses meilleurs buffets après la JSSI bien sûr. Donc, conférence très intéressante sur tout ce qui est botnet. Prochaine conférence, donc la CCC, donc la 33e édition de la CCC. J'ai regardé en opcode x86, ça fait XOR Ret N, donc ça veut rien dire. Corinne en janvier, suivi de la FIC et la JSSI, conférence de l'OCIR, la meilleure des conférences du monde, en mars. Alors, les quelques derniers slides. Bon, ça, j'ai trouvé ça rigolo. Pour ceux qui ne connaissent pas Stéphane Esser, c'est un chercheur allemand spécialisé pas mal dans tout ce qui est iOS. Il trouve pas mal de vulnérabilités, donne des formations. Il grogne tout le temps sur Twitter dès qu'on le vanne, etc. Et donc quelqu'un a créé une licence qui s'appelle Pour tout le monde, sauf Stéphane Esser. C'est plutôt rigolo. Bon, il l'a pris avec humour sur Twitter. Ça, c'est aussi intéressant. C'est un criminel aux États-Unis qui a volé une voiture, une BMW, une série 5, parce que les clés étaient dedans. Donc le propriétaire a appelé la police, BMW est rentré dans la boucle et avait la capacité à distance de bloquer le véhicule. Donc ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont fermé les portières de la voiture. Et donc le criminel s'est retrouvé avec les policiers. C'est extrêmement flippant. C'est pas rassurant. Parce que c'est-à-dire que si toi tu es le conducteur légitime et que BMW d'une manière ou d'une autre se fait hacker ou qu'une personne est malveillante chez BMW, Ouais. Ils peuvent faire des choses pas bien. Bah, c'est la voiture apparemment, moderne. il y a eu un détail aussi, c'est que le mec il était défoncé au crâne au fond de la voiture. Ah. Oui. C'est une précision intéressante. Ce serait intéressant de le soulever. Il n'a pas trouvé la sortie. Les nouveaux OS, alors PikeOS, apparemment c'est un espèce d'hyperviseur type 1, donc c'est-à-dire comme VMware ESX, qui a été vérifié formellement, apparemment, et donc qui serait dédié aux IoT. Autre OS plutôt dédié aux IoT et aux SCADA, donc Kaspersky OS, donc on en avait parlé le mois dernier, donc l'OS russe de Kaspersky. Alors par contre c'est code source fermé, ils ont tout réécrit de zéro, donc en termes de confiance, à voir. Après, il faut réussir à s'en procurer un. Mais... On peut acheter maintenant, il y a un routeur qui l'utilise. Ah. Donc il y a un produit commercial qui l'utilise en tout cas. Ah oui, il l'a mis sur une espèce de switch router. Ouais. Le premier, je voulais faire la démo, mais j'ai pas eu le temps. C'est, si ça vous amuse, un programme en Python qui permet de faire de la musique avec les trams réseau. Pour ceux qui font partie de Red Team, vous pouvez mettre de la musique sur vos payloads et vos attaques, si ça vous amuse. Le deuxième est très effrayant, c'est l'intelligence artificielle. J'ai pas mis le deuxième lien. L'intelligence artificielle de Google a eu 2 comportements bizarres ces derniers temps. Elle est utilisée pour Google Translate pour faire de la traduction anglais-coréen, coréen-anglais, et anglais-japonais, japonais-anglais. Et en fait, d'elle-même, l'IA, enfin l'intelligence artificielle, qui est basée sur du machine learning, a été capable de créer une traduction japonais-coréen et coréen-japonais. Et les gars sont pas tout à fait sûrs de comprendre comment ça marche, comment l'IA a réussi à faire ça. Mais donc en gros, c'est un espèce de effet de bord, et l'IA a pris son autonomie. Il y a eu un autre problème avec l'IA, c'est qu'ils ont fait des exercices où le fameux Bob et Alice, avec Bob et Alice devaient communiquer entre eux de façon chiffrée. Il y avait une espèce de personnage qui s'appelait Eve, je crois, au milieu, qui devait intercepter les données. Et l'IA a développé un espèce de protocole de chiffrement que personne ne comprend, qui permet de faire communiquer Bob et Alice sans que Eve puisse intercepter et comprendre les messages. Et ils ne savent pas comment ça marche. Donc là, ils commencent à perdre le contrôle de leur intelligence artificielle alors qu'on n'en est qu'au début. Et moi, ça commence pas vraiment à me rassurer. Ça me fait penser au bouquin d'Asimov que je lisais quand j'étais au collège. On verra ce que va donner l'avenir, mais il y a beaucoup de grands de ce monde qui ont déjà alerté sur les risques de l'intelligence artificielle. Bill Gates, Stephen Hawking. Voilà.
parlant de ça, je sais pas si tu as vu la vidéo de Boston Dynamics avec les animaux, ils ont une sorte de traîneau du Père Noël tiré par des espèces de chiens robots. Tu couples ça avec ça. J'avais vu un chien robot où en fait tu vois un gars qui a une télécommande qui le pilote et qui lui met des coups de pied et le chien robot se rééquilibre tout seul et ouais, ils ont fait la même chose mais avec en mode traîneau du Père Noël. D'accord. C'est vraiment flippant. Ouais, parce que dans Terminator 2, après ils vont leur mettre des petits fusils. Dans Terminator 2, tu les bouscules, les Terminators tombent par terre, tu peux les tuer. Là, ça va être compliqué. La lutte va être difficile. Bon, sinon... PowerShell sur iOS, moi je trouve ça. Ah oui, si, celui-là était rigolo. Je l'avais pas vu. Une application qui permet de faire du PowerShell sur iOS. Bon, ça aussi c'est un peu flippant, c'est l'aspirateur autonome Roomba. Donc c'est l'aspirateur rond là, que vous mettez chez vous qui fait les plans de chez vous et qui passe l'aspirateur, envoie tous les plans de chez vous sur internet. Bah, c'est le mode de fonctionnement, s'il casse et qu'autant rachète un, je pense qu'il connaît déjà le plan, il est plus efficace. Enfin, c'est... Ouais, puis après tu pirates le cloud et tu récupères les plans des domiciles. Brûle, voilà, t'as le plan. Non, mais je veux dire, c'est pas... Le deuxième a fait beaucoup de bruit par contre, c'est Vinci, que vous connaissez tous. Donc je ne sais plus quand, fin novembre, un mail a été envoyé à plein de rédactions de presse en indiquant qu'il y avait eu des problèmes, alors je ne sais plus ce que c'était en détail, des problèmes financiers, que le PDG associé était viré, sur une perte. Voilà, mais que ça n'avait pas de conséquences sur l'avenir. Donc bien sûr, Bloomberg n'a pas du tout vérifié, a renvoyé aux salles de marché en émettant une alerte. L'action a perdu 18%, je crois, en quelques minutes. Un deuxième communiqué, encore un faux, a été envoyé disant non, c'était un faux communiqué, et donc l'action est remontée. Je crois qu'il y a eu même le cours a été stoppé pendant un moment. Et ensuite, Vinci a vraiment fait un vrai démenti sur l'affaire. Je vous l'ai mis ici, vous avez le mail original. Et en fait, donc les attaquants ont acheté le domaine vinci.group pour envoyer un mail. Donc, bien sûr, personne n'a vérifié. Les gens ont pris ça pour argent comptant et ont cru. Il y a eu des... L'attribution est compliquée. Le problème, c'est que les communiqués de presse ne sont pas envoyés d'une manière uniforme et sécurisée aux journalistes. Un envoi sécurisé des communiqués, toujours identique et unique. De manière à ce que, dès que le journaliste reçoit un communiqué d'une manière qui est différente du communiqué habituel, il tilte. Et puis, s'ils envoient une version PDF, ils peuvent la signer. Ouais, c'est-à-dire que la personne du département relations presse doit savoir si un journaliste de vérifier un document signé. Mais si le journaliste, il reçoit systématiquement de la part des services de presse des communiqués signés, le jour où le communiqué n'est pas signé ou pas pareil... Signé, en bas, il y a marqué service de presse. Et pour info, c'est le vrai nom avec un faux numéro de téléphone. Ah, c'était un faux numéro de téléphone? Oui, c'était envoyé par le... Oui, c'était un faux numéro de téléphone et quand tu appelais, il y avait vraiment quelqu'un qui répondait. T'as pas vu? Il y a vraiment quelqu'un qui répondait. Ah oui, c'est la catastrophe. Mais oui, c'est ça qui est trop fort. C'est que le numéro de téléphone répondait à quelqu'un qui renchérissait. D'accord. Mais sur le site de l'AFP ou sur leur compte Twitter, il y a une petite timeline de ce qui s'est passé entre le moment où ils ont reçu ce mail et tout. Ils se vantent un peu justement de ne pas avoir relayé l'information, mais moi quand j'ai lu le détail, c'est juste qu'ils ont reçu le mail 8 minutes après Bloomberg, et sinon ils auraient fait pareil. Vous savez que très peu de personnes avaient vérifié bien le numéro de téléphone. Oui, bien que le numéro de téléphone t'en fumait complètement. Tu pouvais aussi vérifier le numéro de téléphone lui-même. L'AMF a lancé une enquête et puis on verra ce que ça donnera, mais potentiellement, ouais, les mecs ont gagné pas mal d'argent. On peut gagner pas mal d'argent, mais c'est pas compliqué quoi. Enfin, techniquement, c'est pas ouf. Ça c'est rigolo, c'est un chercheur en sécurité qui s'appelle Greg Linares qui a publié sur son Twitter un truc rigolo en disant regardez, en 2006 je publiais plein de vulnérabilités. En 2016, le seul truc que je trouve à faire, c'est créer des faux SSID avec les noms des SSID de mes voisins en rajoutant guest à la fin. Ouais, c'est pas beau de vieillir. Prochain rendez-vous de l'OCIR, mardi 10 janvier, donc ce sera d'ailleurs l'AG. L'afterwork qui sera le mardi 31 janvier. Question, pas de remarques. Si vous avez des questions ou des liens à nous envoyer, ou des choses comme ça, si vous avez des idées d'illustration avant que je vous montre le dernier slide. Je l'ai pas vu. Ah ouais, tu vas adorer.
Voilà, n'hésitez pas s'il y a des liens, des choses qu'on a oubliées à nous les envoyer. Je passe à mon dernier slide qui va vous souhaiter une très bonne année 2017, l'année des IoT. Ah oui, c'est Donc voilà, un petit chat déguisé en or Père Noël. Pour vous souhaiter donc un joyeux Noël et une bonne année. Et en plus, ça envoie les plans de ta maison, quoi.